Bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis accompagné de Léna. Salut. Et d'Alex. Hello. On va parler aujourd'hui d'un grand réalisateur de films d'animation français, il s'agit de Michel Oslo. Ouais. Oui. Comment ça se fait qu'on l'avait pas fait avant, on sait pas. Alors, on va pas parler de ses courts-métrages et de ses séries qu'il a fait en général plutôt avant tous ses longs-métrages. Sinon, l'émission, elle va vraiment durer 2 jours. Donc pas de bossu. On sait que ça vous dérangerait pas, mais enfin... pas de la légende du pauvre bossu. Il y a des très bonnes découvertes, en tout cas, n'hésitez pas à regarder. Il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Il y a aussi Les Trois Inventeurs de 1979. Qui est en papier blanc. Ouais, avec des napperons. Oh, c'est trop beau. C'est incroyable. Il y a la fin est un peu tragique, désamorcée en même temps, mais bref, magnifique. Il a aussi fait un clip pour Björk, Earth Intruders. Oui. Donc il a fait plein de choses avant ses longs métrages. Mais on va se concentrer sur ses longs métrages. Michel Oslo, ça vous dit sûrement quelque chose, vu que c'est particulièrement... j'ai l'impression que toute notre génération a regardé au moins de ses films. Ouais. Il a fait Kirikou et la sorcière, il a fait Prince et Princesse, il a fait Kirikou et les bêtes sauvages, il a fait Azur et Asmar, il a fait Les Contes de la nuit, il a fait aussi Kirikou et les hommes et les femmes, Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, 10 Lily à Paris. Et le dernier film qu'il a fait, c'est Le Pharaon, le sauvage et la princesse. Sorti récemment. Ouais, et encore une fois, un épisode dans l'actualité, nous sommes à jour. C'est complètement fou, c'est fou. C'est n'importe quoi. En plus, maintenant on est sur Twitch, mais franchement, on est d'actualité. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitch. C'est Antoine qui fait des discussions informelles avec vous sur des sujets d'animation. C'est chouette. Venez, on s'amuse bien. Ce bon vieux Michel Oslo, il est né en 1943. Il a passé son enfance en Guinée. Et il a aussi été pas mal en vacances dans les Alpes-Maritimes, donc des décors magnifiques qui vont vachement le marquer et l'inspirer pour la suite. Il a une enfance vraiment tranquille, il est élevé par ses 2 parents avec ses 2 frères et sa sœur. Et son père, en fait, il a un petit théâtre en papier, un Castelet, avec un rideau, un décor et des personnages en papier découpé, qu'on va retrouver dans la suite de sa filmographie. On se demande où est-ce qu'on va avec ça. Grande narrative. Et en fait, on se dit que Michel Oslo, il bosse dans l'animation, donc il a fait une école d'animation. Et en fait, pas du tout. Enfin, il a fait que des écoles. Il a fait les Beaux-Arts d'Angers, qui n'avait pas de pôle d'animation à l'époque. Il a fait ensuite les Arts décoratifs à Paris, c'était la même chose. Il a fini les Arts déco, il a ensuite obtenu une bourse pour aller aux États-Unis. Il a fait CalArts, mais c'était l'ancien campus, il n'y avait pas d'animation. Et voilà. Il a cherché. Et en fait, il a pas mal galéré à faire ses premiers projets, ses premiers courts-métrages et séries, et à trouver des producteurs. Mais une fois que c'est fait, il va aussi monter son studio de production, Studio O, qui va du coup produire un peu tous ses films. Il est hyper ouvert. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Que j'ai pas mal découvert aussi avec les interviews que j'ai regardées et tout, qui est hyper ouvert sur les autres cultures. Il apprécie vraiment la différence, qu'il voit vraiment comme une richesse. Oui, les contes de tous les pays. Le but, c'est de faire connaître aussi les contes d'autres régions, d'autres pays, du monde entier. C'est ça aussi, Michel Oslo. Ouais. Et on peut aussi noter qu'il ne considère pas qu'il fait des films pour enfants, alors que ces films sont quand même très connotés films pour enfants et contes, etc. Et en fait, il ne le prend même pas très bien que les adultes ne voient pas ces films et qu'ils le montrent qu'aux enfants. Et il considère qu'en fait, les enfants, ils aiment bien ces films parce qu'ils ne sont pas pris pour des bébés. Et ils sont pris pour des adultes. Donc, on va peut-être commencer par ce qu'il a fait connaître et ce qui a permis de développer même l'animation française en général. Ça a été vraiment un grand boom. C'est un énorme pilier. En 1998 sort Kirikou et la sorcière. Très belle année. Une très belle année, 1998. Donc il a co-réalisé avec Raymond Burlet. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Kirikou ? C'est quand même l'essence de notre jeunesse. Déjà juste la scène d'intro, l'accouchement de la mère de Kirikou. Oui, avec le mère enfante-moi. Mère, enfante-moi, un enfant qui parle seul, déjà dans le ventre de sa mère, s'enfante seul. C'est si fort en fait parce que t'as le personnage qui est déjà, on comprend l'essence qu'il est fort, qu'il est en avance sur son âge. On comprend que elle est lassée. Lui, il est l'innocence, il joue dans l'eau et elle, direct, elle lui dit ne gaspille pas l'eau, il y a Caraba. Et bam, il y a une scène huis clos avec des plans très, très restreints et t'as déjà toute l'histoire. La trame, elle est posée. Pourquoi il y a une ambiance qui arrive. T'es ok, d'accord. Je suis dedans. Vas-y, continue à me raconter. Donc on va suivre ce Kirikou qui, alors,
on peut le décrire par deux choses, c'est qu'il est très petit et il court très vite. Et donc c'est dans un village en Afrique, un petit village assez pauvre, parce que Karaba exploite les villageois et les terrifie. Et Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Il est vaillant. Les musiques sont incroyables. On va les chanter jusqu'à Noël. Magnifique. Voilà. C'est un film en 2 dimensions, donc animation traditionnelle. C'était assez drôle en le revoyant parce qu'il a un peu vieilli sur certains aspects. L'animation n'est pas toujours égale. Il y a des très bonnes animations et certaines qui sont un peu plus en dessous. Mais en tout cas... il reste très agréable à regarder. Très chouette. C'est inspiré de contes d'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'il a changé la fin qu'il n'aimait pas, Michel Oslo. En fait, c'était des écrits qu'il avait déjà en tête. Il avait déjà un peu écrit autour de la mère et l'enfant, autour de ces contes d'Afrique de l'Ouest. Et quand un producteur lui a demandé un long métrage, c'était la première fois, donc il était content. Et il a écrit apparemment le scénario en 1 semaine. En fait, c'est un peu le vrai et faux, parce qu'en fait, il avait déjà plein de notes et plein d'histoires dans la tête qui lui traînaient, qui attendaient un peu d'avoir du budget et une proposition. Quand il l'a reçu, il n'a pas attendu. En 1 semaine, Kirikou était écrit. Donc, incroyable. On peut noter aussi que les distributeurs, il a été très mal distribué le film, alors qu'il a été méga récompensé par la suite, Festival d'Annecy et même dans le monde entier. Et en fait, il a été très mal distribué parce que les distributeurs ne croyaient pas que ça allait avoir du succès. Oui. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a pas mal de journalistes américains qui ont demandé à Oslo s'ils pouvaient supprimer la scène d'introduction. Et je crois qu'on voyait une femme allaitée, mais ce que j'ai vu, mais en fait... Oui, on voit une femme allaitée. De toute façon, on voit des seins de femmes, donc du coup, il est censuré aux États-Unis. Et voilà. Oui, et puis Kirikou est nu. On voit des poitrines, des corps de femmes différents. En fait, on voit le kiki de Kirikou. En fait, il a fait ça par rapport à des souvenirs durant son enfance en Guinée, en fait. Donc, pour lui, c'était assez naturel de faire ça. Et même, c'est quelque chose assez fou moi, je trouve, on va faire une parenthèse là-dessus, parce que quand même, c'est... qui a autant d'importance pour les Américains là-dessus. Alors en fait, eux, ils voient pas que c'est des femmes dans leur tenue et qu'il y a une certaine nudité, effectivement, mais eux, ils voient vraiment des seins, ils voient un truc sexuel. Oui, ils voient la poitrine au lieu de la vie traditionnelle et le quotidien de la vie de ces femmes et de ces villages. C'est très perturbant, parce que même Alors que l'enfant, oui. Bah oui. Et ça que je trouve assez passionnant, en fait, avec Kirikou, c'est que la nudité des personnages en tant qu'enfant, n'est jamais remise en question, à aucun moment. Kirikou, il est tout nu, bah oui. Oui, c'est ça. Et même les marche sous terre tout nu. Ah, ok. On s'en tape, ok. Bah ouais. Mais même les autres enfants, parce qu'au début, quand on voit la première scène, quand les autres enfants arrivent, parce qu'au début, du coup, il y a Kirikou, sa maman lui explique que tous les hommes ont quitté le village, ses frères, son père, ses oncles, qu'il reste plus qu'un oncle qui veut aller combattre du coup Karaba, mais que du coup Karaba elle mange les hommes et qu'il y en a aucun qui est revenu. Donc c'est un village avec que des femmes et des enfants. Et Kirikou va dire moi je vais combattre Karaba et je vais comprendre pourquoi Karaba elle est méchante, parce que tout le long du film c'est pourquoi elle agit comme ça. Et il y a une scène où ils vont chercher l'eau parce que du coup la source elle est bouchée, enfin voilà, elle tarie. Donc il faut qu'ils aillent plus loin vers la rivière. Et là, il y a ce groupe d'enfants qui jouent. C'est la première fois dans le film qu'on voit d'autres enfants que Kirikou. Et tous les enfants sont nus, mais ils sont en train de jouer dans la rivière. Mais tout le reste du film, les enfants sont toujours nus, ils ne jouent plus dans la rivière. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Et en fait, ça ne pose de problème qu'aux adultes. C'est pour ça que finalement, en fait, je trouve ça assez intéressant, le rapport du public au film de Michel Oslo, parce qu'en fait, les enfants comprennent beaucoup mieux que les adultes ces films. Oui, c'est vrai. Et ce que je trouve passionnant, en fait, parce que on a l'habitude de voir des films qui ont des doubles sens, donc qui sont compris une fois par les enfants et une fois par les adultes, alors qu'ici, on est sur une méthodologie complètement inversée. C'est-à-dire que en termes de narration, l'enfant comprend exactement de quoi il en retourne et l'adulte va projeter beaucoup plus et va chercher à projeter beaucoup plus alors que ça ne sert à rien. Un élément près quand même, je pense qu'enfant... Un élément près, oui. On n'a pas pu comprendre ça.
Petit trigger warning vite fait. Oui, Sur, ça va parler un peu de viol, mais c'est en fait sur Caraba, en fait, pourquoi elle est méchante, finalement, c'est qu'en fait, on explique que les hommes du village lui ont enfoncé un pieu dans le dos, en gros. C'est ça, Oui, un c'est ça. en espèce de... fait, que pendant épine. que certains Une la épine. tenaient, Voilà. d'autres lui enfoncent un pieu dans Voilà. le Et dos, donc, il y a un vite endroit fait, qu'ils peuvent il y a pas quelques récupérer. petites images qui passent dans le film, On mais en comprend. fait, en tant qu'adulte, tu comprends que c'est un viol collectif et qu'en fait, à partir de là, Elle est plus la même. ouais, et puis elle utilise du coup les hommes du village en tant qu'objets. Et ils sont complètement Oui, ils deviennent des déshumanisés. fétiches. Et voilà. Ils servent. Mais le fait est que, même petit, tu comprends que c'est l'homme qui a rendu, et l'homme Bien masculin sûr. qui a rendu Caraba C'est clair. méchante. Ah bah tu peux Ouais, pas, ouais. tu peux pas te tromper. Enfin, je veux dire, Tu même peux pas les te tromper, images et et c'est le comment, récit. c'est pas les femmes du village ou quoi, ce sont les hommes qui ont Mm. rendu Caraba méchante. Et implicitement, tu comprends qu'il y a un danger qui est bien au-delà, tu vois, genre qui est bien au-delà de toi, tu vois, genre qui est bien Ouais. au-delà de la méchanceté de Caraba, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je trouve ça aussi passionnant parce qu'en fait, finalement, quand tu finis par vieillir et qu'en fait on t'explique, genre, mais tu sais d'ailleurs, Kirikou, c'est juste une histoire de viol. Tu sais, genre, les gens autour de table en mode, genre, devine quoi, t'avais pas Ouais, compris le ouais. sens de ce film. Ben, en fait, si. Mm. C'est-à-dire que, Sans genre, mettre le mot dessus, en c'est fait. ça exactement. En fait, c'est évident. Ouais. C'est ça. Et comment, j'avais vu Michel Oslo en conférence une fois, et il avait abordé ce sujet avec énormément de pudeur, parce que donc du coup c'était lors de la sortie d'Illy à Paris, et Ouais. donc il parlait de féminisme, et de cette thématique forte qui est la femme dans ses films, Oui. et sur le fait que dès les premières esquisses, dès ses premiers scénarios, c'est au centre de l'histoire, et la place de la Bien femme sûr. est au centre de l'histoire, et je trouve que c'est passionnant aussi, Ouais. parce que les valeurs que ça transmet sont extrêmement importantes, ce que ça raconte Oui. est extrêmement important et extrêmement pointu et fort Parce que dans le là, par développement en fait. exemple, Kirikou, c'est le héros, mais dès le début, Kirikou, il vient pas de nulle part. Il y a sa mère. Oui, C'est c'est sa ça. mère qui l'enfante. C'est sa mère qui le reconnaît à la fin. Bon, après, on va pas parler uniquement de Kirikou parce qu'on a beaucoup d'autres films à parler, mais oui, le personnage féminin, les personnages féminins, même tous les personnages sont très bien C'est ça. travaillés et Ouais. ils sont pas gratuits, en Et fait, surtout. je trouve qu'il y a quelque chose de très intelligent, c'est que la mise en scène de Slow est très symétrique, on va dire, et très Oui. toujours vue de face, vue de profil, toujours très travaillée et très esthétique. Et Caraba, on la voit tout le temps de face, et en fait, on ne se pose jamais la question de pourquoi on ne la voit pas de dos, en fait, vu qu'on se dit Ouais, que c'est bah la oui. mise en scène, en fait. Le fait qu'il y a un espèce de twist où, en fait, elle a une épine dans le Ouais. dos, je trouve ça hyper malin. Oui, oui. Euh, Et c'est ce qui fait aussi, on le verra ensuite dans son travail des jeux d'ombre, etc. Mais en termes de mise en scène, c'est extrêmement intelligent. En termes de scénario, c'est extrêmement intelligent. Oui. En termes de chara-design, de proposition, parce Ouais, que ouais, c'est une réussite, des hein. films grand public qui se passent en Afrique noire, il n'y en avait pas Ouais. d'animation. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas chez Disney. Mhm. Ouais. Il n'y en a toujours pas chez Disney. Mais ils sont pas très bons en géographie, les Américains, apparemment. Non, apparemment. Après, non, mais peut-être qu'ils voient pas les couleurs aussi. Attends, ils sont étendus au Mexique récemment, ça va, c'est pas mal quand même. Ouais, ouais. Ah, Mais bah, attends, non, ils ont passé le mur. Et au passé le mur. En tout cas, on peut noter que même en termes de décor, c'est magnifique. C'est inspiré des peintures du douanier Rousseau. Oui, Aussi. Bah oui, on s'en retrouve. Ouais, mais c'est à noter. C'est à noter, Ouais, c'est à ouais. noter. Et c'est riche, c'est coloré. Et c'est... En fait, l'œuvre de Michel Oslo, elle va évoluer parce que, comme disait Antoine au début, il commence par le papier découpé. Parce qu'en fait, il aime ça, il a ce rapport, ce qu'on disait, avec le théâtre en papier de son père, tout ça. Après aussi avec Lotte Roninger, qui l'inspire beaucoup, qu'on reviendra dessus plus tard. Mais il reste aussi sur le papier découpé parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le budget, on ne lui propose pas d'autres choses. Et il a une curiosité incroyable pour toutes les techniques. Et dès que Kirikou marche, on lui offre plus de budget, je suppose, pour ses œuvres. Et c'est un prétexte pour essayer autre chose. Ouais. Et alors, il va s'essayer à la 3D, il va s'essayer à plein de moyens rétro-éclairés, peut-être 2D, 3D. On va voir ça. Hein, ouais. Voilà. Et en C'est fait, ça. ce qui reste
parce que du coup la technique va évoluer et graphiquement, bah, du coup ces films changent, évoluent, et quand même les univers, les couleurs restent. Et moi qui aime pas, enfin qui ai moins d'attache au dernier, cette 3D où je trouve que voilà, c'est beau, hein. Je pense que c'est vraiment personnel, ouais, où moi j'ai moins, je préfère son papier découpé ça, ses premiers longs métrages et courts métrages. Mais vraiment, l'univers de Michel Oslo, c'est les décors, c'est les couleurs, c'est son univers graphique. C'est l'influence artistique des pays dans lesquels il va poser ses histoires. Et bon, là, on peut du coup continuer avec Prince et Princesse, du coup. Ah oui. Parce que c'est exactement ça. Mais pour moi, je vais peut-être un peu logoriser. Vas-y. Mais pour moi, c'est... je pense qu'en faisant Prince et Princesse, il vit un fantasme et en même temps, il crée des fantasmes chez l'enfant et chez l'historienne de l'art que j'étais et l'animatrice que je suis maintenant. Parce que c'est même pas du génie, c'est vrai, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est comment on crée une histoire. C'est ça, c'est comment on crée une histoire et la salle sombre dans laquelle il crée l'histoire, avec toutes les influences artistiques d'artistes, les recherches, l'inspiration. C'est ça, d'artistes des pays dans lesquels vont se passer les histoires et comment la création des tenues là, avec leurs machines. Mais moi, j'en rêvais quand j'étais petite. C'est incroyable. Prince et Princesse, il est sorti 2 ans après Kirikou, en 2000. Et en fait, c'est donc tout en papier découpé. Pour le coup, ce que tu disais, en fait, avec les enfants, il va faire une activité avec des enfants où eux, ils utilisent le papier découpé. Il va se dire, mais en fait, ils ont des idées géniales et ça coûte pas cher, donc on va faire ça. Et qu'est-ce qu'il a pas fait, quoi. Et en fait, c'est 6 courts-métrages qui sont issus de la série Cinécie, qui était diffusée sur Canal+, en fait, en 89. Du coup, qui sont répertoriés dans ce film-là. Et donc c'est très inspiré évidemment de Lloyd Reiniger, dont on avait parlé dans Pause Clé sur un épisode spécial réalisatrice. Ouais. Et donc une pionnière de l'animation qui faisait de l'animation papier découpé, une allemande. Donc on suit 3 personnages, on suit un homme, une femme et un vieux. En fait c'est les mêmes personnages qu'on suit, on peut parler autant de Prince et Princesse que de Les Contes de la Nuit, parce que c'est exactement... Et c'est le même principe. Ivan Tsarevich. Ouais, c'est ça. Et la princesse changeante aussi, c'est les mêmes personnages, donc c'est un peu une trilogie, on va dire. Et donc ces personnages-là disent « Ah, mais j'aimerais bien raconter une histoire comme ça. Ah bah ouais, je pourrais être tel personnage. » Et puis en fait, ils créent les costumes et tout. Et en fait, c'est un peu un théâtre animé qui se passe sous nos yeux. Avant de créer leurs costumes, il y a cette phase qui est passionnante, où on a des vraies images d'archives où ils disent « Ah, regardez, je voudrais faire un film sur le Moyen-Âge. » Oh oui, alors nous allons prendre les dessins de Viollet-le-Duc, regardez l'architecture pour vous inspirer, et bam, t'as des images, et t'as des vrais dessins. Dans Les Contes de la Nuit, on parle aussi des riches heures du duc de Berry. Oui. Et genre, c'est incroyable. Voilà, avec Alexandra, nous on s'est rencontrés, on était en histoire de l'art à la Sorbonne, donc ça nous parle particulièrement, mais c'est vrai que c'est comment créer un conte. Comment créer une histoire en s'inspirant d'œuvres qu'on nous montre? Mais c'est ça, et en fait, le truc, c'est que c'est ça aussi le principe de l'art, et en fait, c'est ça que je trouve incroyablement humble et en même temps génial et sublime. C'est qu'en fait, quand on crée quelque chose, on s'inspire du passé, et on puise du passé, et c'est complètement assumé. T'as beaucoup d'artistes qui vont te dire « Non mais... moi je sors ça de ma tête comme ça là, c'était mon imagination, tu vois, genre je l'ai créé d'un coup, tu vois, genre non, c'est faux, et en fait c'est à la fois génial, c'est magnifique, parce que donc du coup ça rend complètement hommage, on est dans l'hommage aussi, et en même temps permet de développer la démarche artistique de création d'univers tant graphique que scénaristique, et qui raconte en fait des histoires qui sont très courtes, qui sont extrêmement efficaces, extrêmement prenantes. Moi, je me souviens, le premier conte de Prince et Princesse, c'est celui avec le sablier et les hommes qui se transforment en fourmis. Des diamants, ouais. Et je me souviens qu'il me faisait si peur. Le film commençait là-dessus, tu vois. Genre, il me faisait si peur. Et j'étais là, genre, il va se transformer en fourmi, tu vois. Genre, je l'avais vu 5 fois le film, mais il va quand même se transformer en fourmi, je le sais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc aussi qui rappelle aussi Kirikou, avec ce garçon qui va voir une sorcière aussi. Je sais plus, il y a le château de la sorcière. Et dans Les Contes de la Nuit. Il y a la Reine Cruelle et le Montreur Fabuleux.
Musique incroyable aussi. Hein, le montreur de Fabuleux, j'adore parce que pour moi c'est le plus beau. Vraiment, Prince et Princesse, je pense que je fais de l'animation aujourd'hui grâce à Prince et Princesse, c'est pour ça que j'en perds mon latin. Mais le montreur de Fabuleux, c'est grandiose. C'est grandiose et la musique est grandiose. Et je trouve que le point fort de Prince et Princesse, c'est que c'est un film qu'on voit tous et qu'on voit encore aujourd'hui quand on est enfant, quand les classes de primaire ou quoi, on doit emmener voir un film. Souvent, Prince et Princesse est montré. Oui. Moi je travaille avec des classes et pour travailler sur des idées autour du cinéma, du storyboard, la figure de Michel Oslo pour parler des contes, mais sans rester dans le côté un peu traditionnel, c'est top. À développer, à décortiquer. Ah, d'accord. Et surtout, ce que je voulais dire, je me suis un peu égarée, ce qui est super fort, c'est que des poupées noires, c'est du papier découpé noir. C'est des silhouettes noires, ouais. C'est des silhouettes noires avec des contrastes. Un rétro-éclairage, en fait. Et pourtant, c'est l'esthétique qui marque le plus. Ouais. En fait, on est scotché, alors que il y a en même temps beaucoup et en même temps si peu. Je sais pas si je me fais comprendre. On le retient autant qu'un Miyazaki où il y a plein de couleurs ou trucs qui bougent, alors que c'est noir, c'est plat et c'est grand. Parce que c'est hyper assumé, c'est très... les fonds qui peuvent être colorés sont magnifiques. Les ambiances colorées et les décors ou quoi. En fait, tu comprends tout rien qu'avec la silhouette noire. Et l'imagination aussi fait le reste et je trouve ça impressionnant. Il avait voulu faire ça pareil sur Kirikou, mais là il avait besoin de couleurs et ils lui ont demandé au début il avait proposé juste en silhouette, ils lui ont dit sors un peu de ça et finalement il était content de pouvoir proposer autre chose. Donc je dis ça comme si c'était vraiment mon papy. Il était content, on en a discuté. En tout cas film fabuleux, Prince et Princesse. Fabuleux. Film fabuleux, hein, franchement. Mais c'est en 2005 qu'il prend la suite de Kirikou. On lui demande beaucoup de faire une suite à Kirikou. Il fait Kirikou et les bêtes sauvages, qui est co-réalisé avec Bénédicte Galup, animatrice sur Prince et Princesse. C'est une suite qui en est pas vraiment une. Il voulait pas faire de suite. Ouais. Donc là, il reprend en fait le personnage de Kirikou enfant, vu que le personnage de base iconique c'est enfant. C'est pas la fin où il devient adulte. Donc là, c'est 4 courts-métrages aussi dans un film. Il y a quand même quelque chose de... c'est pas aussi incroyable que le long métrage Kirikou, où vraiment ça suit une histoire de A à Z et les messages sont dingues, etc. Mais il y a quand même un truc où directement tu es dans l'ambiance de Kirikou, t'as les décors, la musique, la même direction artistique que le premier film, tu retrouves l'univers, et il y a quelque chose d'hyper plaisant et de vraiment te dire ah ouais... on y retourne. Ouais, vraiment... Moi, je l'avais pas vu quand j'étais petit, donc j'ai revu là pour l'émission. Il y avait quelque chose d'hyper plaisant de se replonger dans l'univers de Kirikou sans connaître, en fait. Et puis, ce qui est un peu... ce qui se défend bien, en fait, d'avoir fait une suite qui n'est pas une suite, parce que, du coup, il était au Salon de Montreuil du livre et de la presse jeunesse cette année, et avec Antoine, on a pu, du coup, écouter la conférence de Michel Oslo. Et à la fin, il y avait des questions et des gens disaient oui, du coup, je sais plus. Vous allez faire une suite, a dit Lily. Voilà, les gens demandent toujours une suite et lui il dit bah non, mais en fait, j'aime pas faire des suites parce que mes histoires elles se terminent et c'est ce qui est bien aussi avec ses œuvres. Et il disait genre quand on m'a demandé à Kirikou une suite, il a dit non plusieurs fois. Au moment où une énième fois on lui a demandé, il a dit ok, je vais faire une suite. Mais en fait, il expliquait en fait Spoiler, il en a fait 2. Kirikou, il grandit. Et il résout le problème de pourquoi Carabal est méchante, il se marie avec, et c'est la fin en fait, il n'y a pas à avoir de suite, après la suite c'est sa vie, mais du coup le personnage de Kirikou il a atteint la fin de son arc narratif quoi. Bah bien sûr. C'est comme si tu faisais une suite à Mulan, tu fais pas une suite, tu fais pas Mulan. Non mais oui. Quelle drôle d'idée. Complètement, donc du coup je trouve ça assez malin, toujours plein de bonnes choses et plein de bons éléments. Pas aussi marquant quand même que le film de base, mais de très bonne facture et puis en 2 dimensions, donc un retour donc très chouette. Et après vient la 3D. La 3D arrive, là il a du budget, donc il en profite pour s'essayer à la 3D avec Azur et Asmar en 2006.
On suit Jeanne qui est la mère d'Asmar et qui est la nourrice d'Azur. Et en fait, elle va élever les deux comme s'ils étaient vraiment frères, avec autant d'amour l'un avec l'autre. Et le père d'Azur, en fait, décide de la virer. Et c'est un noble insupportable, en fait. Et donc, Azur et Asmar sont séparés. Jeanne aussi, du coup, d'Azur. Et Azur va les retrouver quand il est adulte, en fait. C'est quelque chose qui est assez rare dans l'animation. C'est des voix il y a des voix françaises, mais aussi des voix, des voix arabes, et qui sont pas sous-titrées ou très peu. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez cool. C'est aussi très immersif on dans sort l'univers. on sort des contes aussi, et on sort de la silhouette et on sort de l'Afrique ou quoi pour se concentrer vraiment sur quelque chose de très oriental, un peu fantasmé, mais fait pour justement faire un peu ce qu'il a envie, et utiliser des beaux costumes et tout. En fait, Michel Oslo, il adore utiliser le prétexte des fois des princes et princesses. Là aussi, il y a des princesses, et du coup, eux sont un peu princes. Il n'utilise pas des prétextes, en fait, il aime. Mais si, oui, mais pour utiliser... En fait, si, non, pour c'est faire l'inverse. Pour avoir des beaux costumes, pour avoir des beaux décors. Il dit pourquoi le conte, Ouais. il dit parce que ça nous permet de faire du beau. Il dit que quand on était dans le public, là, au Salon de Montreuil, il disait, mais vous voyez vos looks, comment on est habillés, vous trouvez que vous vous êtes habillés beau. C'est génial. Il est assez drôle. J'ai beaucoup de choses à dire sur Azur et Asmar, tant sur la technique que sur le film. Déjà, le fait que le film soit en bilingue, je trouvais ça incroyable. Je vais au cinéma, j'étais petite, j'étais encore en primaire quand il est sorti. Je me souviens au fait qu'on y est allé sans aucune attente, en mode il fallait qu'on aille au cinéma, et puis on voit qu'il y a Azur et Asmar, donc du coup on y va, mais nous on n'avait pas très envie d'y aller. On est ressorti de là bilingue arabe, évidemment. On en apprend des choses avec Michel. On en apprend des choses avec Michel Oslo. Mais surtout assez émerveillé par l'histoire, par les décors. En effet, je suis d'accord avec lui. On a perdu en subtilité. Et donc, du coup, c'est l'occasion tu vois, genre, de pouvoir se parer, de pouvoir regarder des gens se parer de beaux tissus et de beaux habits, etc. Oui. Et je trouve que c'est assez magnifique. Il y a des scènes qui sont incroyables. On retrouve en fait toute la générosité visuelle de Kirikou, mais avec de la 3D, et donc du coup avec une recherche de la technique 3D que je trouve assez intéressante, sachant qu'en plus c'est sorti en 2006. La 3D c'est balbutiant à ce moment-là, donc du coup qu'est-ce qu'on peut apporter en fait, et comment on fait rentrer le motif dans la 3D alors que c'est encore une technique qui est en cours. Et je trouve ça assez passionnant parce que du coup, en fait, on retrouve ces recherches, etc. Je me souviens d'une scène, c'est mon côté complètement dingo d'art byzantin, mais où tu as une église byzantine avec genre dans un décor arabisant. Que je trouve assez magnifique. Mais donc du coup, en fait, on a l'intégration de motifs et qui va être coupée par la 3D, qui pour le coup, elle va être très lisse et très plate. Oui. Et en fait, c'est parce qu'il utilise un surface shader. Un surface shader, c'est un outil de colorisation et de lumière dans Maya, qui est qui est un logiciel de 3D, qui est le logiciel de 3D, et donc dans lequel on peut tout faire. On fait et l'animation, et la modélisation, et la lumière, et la texture. Et donc du coup, un shader, c'est donc une texture qu'on pose sur des objets, et le surface shader, il absorbe la lumière. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout réfléchir ou prendre les informations de lumière. Ça va être très très plat. Ouais. Donc on va avoir quelque chose de très très plat sur une texture, sur une modélisation en 3D. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile de faire bouger le personnage parce qu'il est rigué, parce qu'il a un squelette 3D, et donc du coup, on peut tourner autour. Mais la texture qui va être appliquée dessus va être plate, et va rendre plate parce qu'elle n'a pas de lumière. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que donc du coup, l'effet que ça donne, c'est que sur les motifs orientaux, ça va jurer complètement et ça va faire plat. Et donc du coup, en termes de composition, on va être sur des choses qui sont extrêmement intelligentes parce qu'en fait, on voit très bien tout ce qui se passe. On pourrait se perdre complètement en fait dans le décor et dans la richesse du motif. Et finalement, tous les personnages sont visibles, tous les contrastes colorés fonctionnent du coup, et on est sur un film qui est extrêmement lisible et qui
même si aujourd'hui il a beaucoup vieilli, surtout en termes de style d'animation de personnage, parce qu'en Il est fait, très rigide. Hein. il est très rigide parce qu'en fait, l'animation de personnage est balbutiante. Et puis lui, il s'initie aussi. C'est ça, et lui, il commence de la 3D, mais en fait, on va avoir un pseudo-effet 2D et des choses qui vont essayer de venir s'apposer sur le style de Michel Oslo, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Ouais, en fait, ça a vraiment un traitement qui est visuel qui est vraiment opposé à la 3D normalement. C'est quelque chose, au lieu de faire une démonstration technique à la Spider-Man, tu vois, oui, puis du volume. C'est vraiment une utilisation qui est une mise en scène qui est faite pour mettre en avant les sentiments des personnages plus qu'une animation incroyable. Effectivement, c'est assez robotique et pas très expressif. Et il y a quelque chose d'assez étrange, je pense que c'est... Moi, c'est pas trop mon truc, mais en tout cas, je comprends que ça peut plaire ou je comprends que ça puisse déranger. On voit les volumes un peu de personnages, mais c'est des aplats de couleurs pour les vêtements. Après, les décors, c'est assez somptueux. Il y a une symétrie, une mise en scène très esthétique encore. Mine de rien, ça me permet aussi d'évoquer un truc aussi que j'aime beaucoup dans les films de Michel Oslo, et là c'est le moment grosse conne, vieille conne d'Alex. On adore. Ça faisait longtemps, cela dit, ça faisait longtemps. C'est vrai, ça faisait longtemps, que j'avais pas fait ma vieille conne. Ce sont des films où les personnages sont savants et qu'on est dans l'apologie du savoir et du fait d'être curieux, du fait de savoir des choses, et que le savoir est la clé pour accéder à nos objectifs. Ouais. Donc du coup, on est aussi dans un langage et dans une forme de dialogue qui est très particulière, qui n'est pas du tout naturelle, mais qui est extrêmement riche. Riche en termes de vocabulaire, en termes d'articulation aussi. Ça fait très théâtral. Hein, c'est très théâtral, et c'est souvent ce qui est reproché en fait à Michel Oslo dans ses films, c'est que les personnages enfants ne parlent pas comme des enfants, et même en termes de débit de parole, on est sur quelque chose qui est très peu naturel, alors qu'en fait moi j'adore ça. En fait j'adore ça parce que je trouve que c'est riche et que c'est important en fait d'avoir des films comme ça aussi, des films avec une richesse de vocabulaire et avec des personnages qui parlent bien. C'est là où je deviens vieille conne, c'est-à-dire que c'est pas vulgaire à aucun moment. Aucun personnage ne va avoir de mots déplacés ou alors Bah, t'es un personnage raciste, mais du coup c'est justement on en rigole de lui, enfin en tout cas on voit en tant que spectateur que il est bête. Oui, c'est et ça. Que tout ce qu'il dit, genre il pourrait se le donner à lui-même. Oui, c'est ça. Et en plus, on a une situation d'écriture du dialogue avec un comique de répétition qui fait que ça fonctionne bien. Et en plus, vu que cette scène particulièrement où donc du coup Azur marche dans la rue et il ne fait que sentir et voir ses pieds, et on lui décrit ce qui se passe autour. En fait, ça contraste en plus tellement avec ce qui est raconté parce que c'est tellement beau. Je trouve que c'est aussi très chouette. Aujourd'hui, la 3D a malheureusement mal vieilli, donc du coup, il est aujourd'hui très peu montré parce que on a besoin d'avoir du gros Disney-like. Je trouve que c'est un film qui est super important et qui est super important dans le développement de la 3D aussi. Et dans ce que peut proposer la 3D, et aussi accessoirement l'échange entre la 2D et la 3D. Oui, cette absence qui de aujourd'hui, relief, maintenant, est en cours de questionnement dans les milieux 3D, et je trouve que c'est passionnant. C'est hyper précurseur en fait finalement. On peut noter juste que les créatures sont absolument magnifiques. Autant les personnages, je suis pas forcément convaincu et ça a un peu vieilli. Les créatures restent magnifiques encore actuellement, je trouve. Et la fin, j'ai eu si peur que ça dérape, que ça reste sur une fin où les blancs ensemble, et évidemment non. Évidemment non. Ça aurait pas été... donc ça c'est Azur et Asmar, on a été peut-être un peu plus long, mais comme ça c'est le début de la 3D de Michel Oslo aussi, donc c'est important. En 2011 sort Les Contes de la Nuit. Pareil, c'est des courts-métrages qui sont issus de la série Dragons et Princesses, et il y a 6 courts-métrages dedans. Voilà, après ça du coup on en a déjà parlé avec... Donc c'est Retour à la silhouette. Oui, mais alors du coup, c'est de la silhouette, c'est vraiment dans la même lignée que Prince et Princesse, c'est le même fonctionnement avec les mêmes personnages qui vont se créer des histoires dans un vieux cinéma en se documentant,
en créant leurs costumes et en jouant eux-mêmes l'histoire qu'ils ont envie de nous raconter. Donc presque on casse un peu le mur du film en nous montrant comment c'est fait. Sauf que là, techniquement, c'est de la 3D. C'est de la 3D, ouais. C'est de la 3D mais plate. Enfin, c'est de la 3D... toujours avec un surface shader. Oui, et en fait, qui rend quand même papier découpé noir, en fait, silhouette. Moi, ça me questionne énormément sur mes notes parce que... Ouais, moi, j'ai vu... On n'arrive pas à savoir tout le long. J'ai vu le dernier film d'Oslo et je m'étais dit genre, ah putain, je m'attendais... En fait, c'est 3 courts-métrages et dans les 3, il y en a un, c'est sûr que c'est de la 3D et ça m'a choqué de le voir au ciné. Je me suis dit, mais tout est en 2D et d'un coup, il y a de la 3D. Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire, ah non, mais en fait, peut-être que c'était de la 3D avant, en fait. Vu que c'est des silhouettes en noir et blanc, en noir, on n'arrive pas à distinguer le volume. Mais là, dans les contes de la nuit, il y a certains plans où il y a un personnage, je sais plus, parce que du coup, il y a plusieurs contes. Il y a des personnages qui se tournent et vraiment, tu vois le volume et tu fais là. Mais tout le long, tu as un doute parce que tout le long, tu dis du papier découpé, trop bien, il est revenu à ça, c'est trop chouette. Et il y a un plan, tu fais oh là là. Non, j'ai un doute. C'est quand même très net et très 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 propre pour du papier découpé, tu vois, genre. Bah oui, mais après quand tu vois Prince et Princesse, c'est très très propre pour du papier découpé. Oui, en fait, oui, c'est vrai, mais vraiment. Alors qu'en fait, moi le problème c'est que on garde l'uncanniness, donc l'étrangeté de l'animation 3D de Azur et Asmar, qui est encore très balbutiante, ouais. Très balbutiante, tu vois, j'arrive vraiment avec des personnages qui bougent pas bien, tu vois, genre c'est compliqué. Mais du coup animé avec complètement en noir. Silhouette, ça fonctionne en fait. Et ça fonctionne. Et en même temps, je trouve que c'est mon humble avis, hein. C'est peut-être parce que j'ai le nez dedans, comme d'habitude. C'est que je trouve que ça se voit du coup, et que donc du coup on perd en richesse et on perd en expressivité, je trouve. Ouais, moi j'ai toujours envie de rajouter un peu des images pour fluidifier un minimum un peu ça. Des fois ça manque un peu d'amorti, d'anticipation un petit peu. Oui, mais est-ce que du coup on sortirait pas un peu et du côté papier découpé et qu'on rentrerait plus dans de l'animation qu'on connaît, qui est lisse et qui du coup où on est habitué à l'œil? Je pense que de toute façon c'est une volonté, hein. Je ne pense pas que... oui, je pense qu'il a donc le regard. Effectivement, je pense que ça suit ce côté papier découpé qui du coup ne fonctionne pas forcément très bien en 3D, je trouve, vu qu'on sait que c'est de la 3D et pas du papier découpé. Mais par contre, qui fonctionne toujours très bien quand c'est en silhouette ou en 2 dimensions. C'est ça, et là pour le coup, donc il va vers d'autres cultures, il propose d'autres histoires dans d'autres pays, et donc du coup on est toujours dans cette notion de puiser de la culture locale pour pouvoir proposer un nouvel univers graphique et un nouvel univers colorimétrique en fond. Et puis de proposer des contes, des nouveaux contes, c'est ça. Des nouvelles histoires, de montrer des choses qu'on n'a pas. C'est toujours très joli. J'avais lu une fois, si jamais cette personne nous écoute, grand bien lui fasse, je ne l'aime pas beaucoup. Ok. Wow. Pour une fois qu'on fait une référence à quelqu'un. Non, j'ai aucune chance. Hein. Mais genre, j'avais lu là sur un site obscur une critique des films de Michel Oslo et notamment des contes de la nuit, de la démarche des contes de la nuit, en disant que c'était non seulement de la réappropriation culturelle, mais qu'en plus c'était sexiste et raciste. Quoi ? Et donc t'es en mode genre... Ok. Mais t'as rien compris. Bah ouais, genre, cette personne n'a rien compris. Je me suis toujours beaucoup posé la question depuis sur le principe de réappropriation culturelle et de à quel point on est dans l'hommage et à quel point on pique. Et ce qui n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais quand même, la question me vient quand même, parce que t'as des contes dans lesquels, en effet, on reprend trait pour trait des tapisseries ou des images en fond, et donc du coup, t'es là. Oui. Oui, mais c'est du décor. Mais oui, je suis d'accord. Mais donc du coup, en fait, ça a investi l'idée dans ma tête, et maintenant je peux pas m'en séparer. Je n'aime pas cette personne. Je parlerai à la fin de ses futurs projets, et je pense que ça mettra fin à ce débat-là. Oui. Après ce film-là, donc on a vu que du coup il y avait Kirikou,
Il y avait des courts-métrages en silhouette et il y avait un peu de l'utilisation de la 3D. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'assez hybride. C'est le 3e film Kirikou, c'est Kirikou et les hommes et les femmes qui est sorti en 2012. Et pour le coup, qui est lui en 3D. Donc là, on va suivre une série de 5 petites histoires en fait. Avec Kirikou qui est toujours petit. Ça se passe durant le premier film. La même utilisation de la 3D qui s'autorise en fait à rester fixe. C'est-à-dire que normalement en 3D, il y a forcément un peu de mouvement pour donner de la vie et dire que le truc n'est pas mort. Que ça soit pas statique. Comme c'est une utilisation... Ouais, voilà. Donc comme là c'est une utilisation très animation en 2D, ça s'autorise vraiment des fixes. Ça reste dans une continuité avec les précédents films Kirikou en fait aussi. Il y a des objets qui sont pas en aplat, qui font un peu étrange. Les personnages et le son, donc du coup ça dénote un petit peu. Quelque chose qui marche très bien je trouve en 3D, c'est les fétiches. Construit en fait est très carré et voilà. Et donc les fétiches c'est les hommes transformés par Karaba voilà. qui ont des fonctions plus ou moins. Il y en a un qui creuse, il y en a un qui rage des flammes, il y en a un qui repère l'or, qui sent. Il y en a c'est des chandeliers, il y en a un qui surveille. Ils ont tous un peu une utilité. C'est produit avec les armateurs, il y a MacGuff aussi. C'est des studios qu'on va retrouver aussi dans différentes productions de Michel Oslo. Il y a des histoires assez incroyables. Il y a quand même une histoire avec le vieux du village qui est complètement bourré. C'est assez drôle. Il y a le personnage de la conteuse qui a un chara-design un peu terrifiant, je trouve. C'est un corps de femme avec la tête un peu du vieux du village. Ce qui fait que j'ai trouvé ça pas très cohérent et un peu étrange. Alors on s'en souvient bien, elle nous marque. Avec ses petits poils. Ouais, pas sur un corps de femme. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, on peut noter quelque chose qui, par contre, qu'on n'a jamais vu dans Kirikou. C'est vraiment des scènes sous la pluie ou avec un vent très fort. Et c'est assez nouveau en fait là-dedans. Et toute une histoire avec un vent très fort. J'ai trouvé ça techniquement assez audacieux. Voilà, c'est un peu dérangeant au début la 3D. On sent qu'on a changé de style dans Kirikou. On s'y fait quand même très bien, sachant qu'il y a quand même quelque chose d'assez plaisant dans l'esthétique d'Oslo qui est très symétrique, très épuré, j'allais dire, mais très esthétique comme ça. Et le côté très 3D, mais ligné. Avec des traits à l'intérieur des personnages ou quoi, très dessinés, fait que, je sais pas, mon esprit mathématique aime bien ça. Tu vois. C'est assez satisfaisant. Son esprit Capricorne. Voilà pour le 3e film Kirikou. Il n'y a pas eu de suite à celui-là, et je pense que en vrai c'est bien. Il y a eu 3 films Kirikou qui sont très bien. Le premier est magistral, les 2 suites sont très bien. Restons là-dessus. Oui. On passe en 2016, retour à la silhouette, toujours issu de la série télé Dragon et Princesse. On a Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. Ivan Tsarevitch et la princesse changeante. Oupsie. C'est 4 courts-métrages dans un seul film. C'est toujours les mêmes personnages que dans Prince et Princesse qui racontent des histoires. Une animation en pantin. Alors, en pantin du coup 3D aussi, pas du papier découpé, mais qui fait vraiment un effet 2D assez bluffant. On peut noter, mais c'est déjà le cas dans Les Contes de la Nuit, où les personnages ont des yeux cette fois-ci, en fait, mais des yeux grisés, on va dire. On voit les pupilles ou quoi dans certains plans, mais voilà. L'animation elle est pas toujours très fluide dans certains passages, donc ça reste dans cette animation un peu saccadée à la papier découpé. Mais ça se justifie plus. Mais voilà, moi c'est pas forcément... c'est toujours chouette et je veux dire un plaisir incroyable. J'ai découvert à regarder en préparant l'émission. Je me suis maté évidemment du coup tous les films Oslo et il y a quelque chose de franchement, les films sont pas très longs en général et il y a quelque chose d'hyper plaisant. On te raconte des histoires et tu vois pas le temps passer quoi. C'est vrai. Très facile à regarder et étonnamment très facile à regarder. On se dit des contes et tout, ça va être un peu barbant ou quoi. C'est super chouette. Franchement, c'est super chouette. Et même si Ivan Tsarevitch c'est pas forcément le recueil de contes que je préfère, ça reste pas tellement en deçà de ce qui a été fait avant et ça reste très plaisant à voir et toujours avec des bons messages, des choses intelligentes et plein de bonnes idées. Oui. Les films intelligents, faisons des films intelligents, messieurs, dames, où les personnages sont intelligents. C'est beau, c'est bien. Oui, c'est ce que tu disais quand tu disais les films, les personnages intelligents. C'est vrai que
je m'étais pas fait la réflexion, mais dans aucun de ces films, t'as un personnage, tu sais, où toi, devant ton écran, t'as envie de crier « Non, fais pas ça !» Et lui, il le fait, enfin, le personnage va faire un truc faux, ou va aller dans la mauvaise direction, ou va suivre les méchants par bêtise un par peu. bêtise, en fait, Et en fait, pour faire Ouais. avancer la trame narrative, et toi, t'es devant et tu dis « Oh, en Non, vrai, non. dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. » Et là, c'est plaisant que dans aucun de ces récits, aucun des récits de Michel Oslo, tu as ce genre de... C'est hyper de- plaisant à de- voir, ou- c'est ou vrai. alors- de nœuds narratifs récurrents, en fait. Ou alors, on trouve, ou alors c'est le principe même de l'histoire. Je pense à une histoire dans Les Contes de la Nuit où le personnage est naïf et il est présenté comme naïf. C'est-à-dire que donc du coup, en fait, il subit l'histoire à chaque fois. C'est celui avec, Oui. avec la mangouste, le lézard et les tortues, le conte Oui, créole. oui, bien sûr. Oui. Euh, Où il donne à manger, Oui, c'est ça. et à chaque fois il passe les cadeaux et du coup... C'est ça, et où il se balade et où en fait il subit complètement l'histoire, mais vu que du coup il subit et avec beaucoup de philosophie, Oui. du coup, Et puis en fait après, il s'en sort lui arrive et, bien. c'est ça, et à la fin il y a un petit twist. Mais si les personnages sont naïfs, c'est présenté en début d'histoire et c'est comment et ça permet une compréhension, enfin Puis là c'est le trait, Justification, c'est ça, caractéristique du personnage du surtout. personnage, c'est ça. Je vois Kirikou, c'est clairement la personne la plus intelligente du village. Oui. Et ça fait tellement plaisir de suivre ce personnage. Oui, En fait, puis c'est ça. Si tu te dis, genre, bah oui, en fait, il dit, ne faites pas ça, il faut pas le faire. Les gens le font, il les sauve. Et t'es en mode, bah oui, il avait dit de pas le faire. Donc heureusement que vous êtes content Ouais, de bah lui oui, ou oui. quoi. Ils le reconnaissent dans les chansons, ils disent Kirikou est plus petit. Et petit, mais il est gentil. Non, il y a un truc en ou parce qu'il est N'est- plus intelligent que nous. Ah oui, est un voyou, mais il est... Ah oui, c'est ça, Kirikou est un voyou, mais il est plus intelligent que nous. Ouais, c'est la femme du vieille, village. Non, elle est pas vieille, Ah mais non, c'est oui, c'est celle une qui des fait la mamans du source village. et qui... Et pour le coup, du coup, Ouais. en termes le tisonnier. d'implication et d'empathie pour le personnage, je trouve que, enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, je m'identifiais beaucoup plus à des personnages comme ça, Ouais. sans dire que j'étais un enfant intelligent. C'est juste sa logique. Du coup, faisait que j'avais beaucoup plus d'empathie en fait pour ces personnages-là parce qu'ils sont pas bêtes et parce qu'ils me prennent pas pour quelqu'un de bête, tu vois. Donc, Oui. Puis t'as envie de leur ressembler. C'est ça, non exactement. Pas tu C'est super t'identifies, inspirant. mais t'as envie. C'est Voilà, exactement ça. c'est En fait, c'est exactement ça. C'est au-delà de l'empathie, c'est t'as envie d'être Kirikou et t'as envie d'être intelligent comme Kirikou. Et je trouve que c'est super important pour des enfants d'avoir des modèles de personnages. On parle souvent du modèle effet miroir dans lequel l'enfant peut se retrouver et s'identifier, mais le côté justement pas miroir, mais te dire tu peux être cette personne, cette aspiration, comme tu dis. Oui, c'est ça. Et aspirer à ça, et c'est comment je trouve que c'est super important et donc du coup beaucoup plus marquant. On revient toujours à Kirikou parce qu'en même temps c'est Kirikou premier parce que c'est un pilier. Phare et c'est le pilier, ouais. Il canalise réellement toute la richesse de ce que veut transmettre Michel Oslo. Et Michel Oslo le dit lui-même quand il est interviewé ou quand il est en conférence, qu'il n'aime pas faire des films bêtes et il n'aime pas prendre son spectateur pour quelqu'un de bête. Et je trouve que c'est super important. Ouais. Il n'y a pas besoin d'artifice, de comic relief hyper chiant. Et puis lui est quelqu'un de tellement intelligent quand on l'entend parler. Oui. C'est passionnant parce que il prend le temps, dès que quelqu'un pose une question, ou que le journaliste pose une question, il a un temps où il réfléchit. Il réfléchit à sa réponse, et c'est construit. Il a une voix... il a une voix super jeune, il a une voix hyper... Parce qu'il a, là, je crois qu'il a 78 ans, je sais pas quel âge il a, en 43, bref. Pour moi, c'est un très vieux monsieur. Et oui, et pourtant il a un dynamisme. Bien. Ouais, il a un dynamisme. Et surtout. Et puis un intérêt, une curiosité. Je trouve que, voilà, vraiment. Justement, on peut pas lui reprocher d'être raciste, je sais pas quoi. Je trouve que sur mais c'est ça. Il y a un intérêt pour la culture, pour la différence. Et puis la faire connaître, l'importance de la montrer, de la faire connaître, de la l'importance de l'autre et l'importance de ne pas rester auto-centré sur nous-mêmes. Et c'est drôle parce qu'on va enchaîner sur Dilili qui se passe à Paris. Mais justement... Enchaînant. En 2018, Dilili à Paris. Pour le coup, on va suivre Dilili qui est une petite fille franco-canaque au Paris de la Belle Époque. Vraiment une enquête avec le chauffeur du triporteur Aurel. Et il va rencontrer des figures importantes. Il y a Marie Curie, il y a Proust, il y a Emma Calvé. Et ils vont tenter en fait de retrouver les fillettes kidnappées par les malmaîtres. C'est un réseau de bandits. Ce film
est très spécial. En gros, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on disait à Oslo et pourquoi pas Paris? Paris c'est joli, vas-y. Donc c'est vraiment la voix qui prenait et les gens. il vit à Paris, Michel Oslo, donc il y a aussi un attachement particulier à cette ville. Et en fait, il voulait faire un film sur Paris aussi. Voilà. Et en fait, il a choisi cette période de la Belle Époque aussi qui est vraiment qui caractérise vraiment les plus grands noms parisiens et de l'histoire de Paris. On est à l'apothéose architecturale de Paris et artistique aussi. Et comment puis des personnalités. Mais que ce soit en termes de théâtre, d'écriture, écriture, sciences, médecine. Tout le monde est à Paris à un moment donné. C'est Midnight in Paris, mais pas tout à fait. Mais grave. J'adore. Mais du coup, je suis un peu mitigé parce que du coup, il a mis 6 ans pour réaliser le film. Donc c'est de la 3D toujours. C'est particulier. C'est particulièrement de la 3D. Voilà, c'est très particulier. Moi, c'est clairement un film que je n'aime pas pour pas mal de raisons et je trouve que je suis triste de pas l'aimer parce qu'en fait, je trouve que tout ce qui est l'histoire, les messages, les personnages rencontrés, l'intelligence des trucs et tout, c'est maximum, c'est génial, genre c'est féministe, c'est historique. C'est historique, ça te fait rencontrer plein de gens, plein de métiers d'artistes. Mais donc on est de nouveau sur un film intelligent. Voilà, toujours. Le personnage de Dilili, je trouve son design, il est super chouette, et ça pourrait être un personnage que j'aime bien, mais moi le jeu d'acteur est très 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 théâtral. Vraiment, c'est un point où elle parle. Oh, bonjour, monsieur le comte, je suis comme ça, et je suis Dilly, je suis enchantée de vous rencontrer. Sauf qu'elle le répète vraiment tout le film. Et au bout d'un moment, il y a vraiment une lassitude, voire un énervement que tu as envers Dilly en mode arrête de parler comme ça, pose-toi tranquille. Et c'est l'enthousiasme enfantin. Non, tous les personnages jouent mal. Non, mais surjouent le côté très théâtre. Le parti pris surjoué, quoi. Ce qui fait que moi, ça a tendance Il y a Sarah Bernard, c'est normal que ce soit théâtral. Ça a tendance à vraiment me déranger et à me sortir sans arrêt du film, alors que je trouve que cette histoire de kidnapping de petite fille et ce personnage hyper fort qui est Dilili fonctionne super bien. Et ça me rend fou. Et il y a aussi un truc qui me gêne, c'est la direction artistique du film. L'esthétique. Esthétiquement, moi, ça me sort. Moi, j'aime bien. Je suis désolé, je trouve ça affreux. Et j'irai pas jusque là, mais je trouve ça dérangeant. Je trouve, alors pour le coup, donc c'est de la 3D où là tout est en aplat, même les visages ou quoi, que c'est pas du tout comme on a pu avoir sur Azur et Asmar. Il y avait un espèce de volume dans les visages ou quoi. Là non. Pour moi, à la limite, pourquoi pas. Ce qui me dérange, c'est les décors. Où en fait Oslo, il a pris comme parti pris le fait que Paris soit tellement une ville magnifique qu'en fait il n'y a même pas besoin de le dessiner. Il y a juste besoin de le prendre en photo pour qu'en fait on voit la beauté de Paris. Sauf que je trouve que ça se lie pas du tout avec l'animation. Moi je trouve que c'est expérimentalement, je trouve ça chouette, mais je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas abouti. C'est un essai en tout cas. De l'extérieur, je trouve que la bande-annonce en tout cas, mais dans le film non, mais la bande-annonce m'avait vraiment rebuté où j'avais l'impression que quelqu'un était allé sur Google Maps et qu'on voyait les personnages en 3D. Tu vois cet effet très différent en fait. Et je trouve que c'est pas forcément une justification qui est très juste. Bref, ça se dit pas trop. Mais ça s'intègre pas très bien. Pour moi, le dessin permet de sublimer ou d'apporter. Tu mets l'intention que tu veux en fait dans le dessin. Donc, si tu veux apporter le côté très réaliste de Paris, tu peux le faire aussi en dessin et que ça se lie un peu plus quand même avec les personnages. Là, je les sens pas ancrés du tout dans Paris. Je sens trop le côté théâtre tout le long et vraiment théâtre qui me sort un peu. Je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange aussi un petit peu. Après, je suis allée à une conférence où il a présenté Dilly à Paris, quelque chose comme 9 mois avant la sortie en salle. Ouais. Donc, il ne présentait pas le film n'était pas fini. Mais donc, tout son voyage artistique pour développer Dilly et les techniques utilisées, et il y avait un peu de storyboard, etc. C'est une problématique qui est récurrente dans tout son parcours ces 25 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de sous. Mais oui, pas de fric. Et c'est quelque chose dont il se plaint, je sais pas, mais en tout cas il le dit régulièrement, c'est vrai que s'il fait pas autant de projets qu'il le voudrait, c'est qu'il manque de moyens. Ouais, complètement. Et en fait, le Dilili, il a vraiment galéré parce que je crois que
Les Contes de la Nuit ont floppé. Les Contes de la Nuit et Ivan Sarevich ont eu... En fait, en plus, ils ont eu des sorties au milieu de l'été où il y avait personne. Ouais. Donc en fait, Pas trop la ils ont meilleure eu période. des retours salles qui étaient catastrophiques. Kirikou, les hommes et les femmes aussi. Et donc du coup, ces derniers longs métrages ont eu des très mauvaises sorties salles en fait. Ouais. C'est pas en plus des films dont on entend beaucoup parler finalement dans sa filmographie. Non. Et puis surtout, en fonction des dates de sortie aujourd'hui, il suffit que tu sortes le même jour qu'un Marvel, le même jour qu'un Disney. En gros, là, t'as déjà toutes les semaines sont prises, tu vois. Ouais. Donc, de base, c'est la merde. Le manque de budget, on le ressent même pour des personnages vraiment tertiaires qui vont avoir vite fait un dialogue ou qui vont parler aux autres personnages qui sont en pantin, 2D pour le coup. Ouais. Au milieu de personnages en 3D où là vraiment on s'en rend compte, enfin peut-être que pas tout le monde s'en rend compte, mais je trouve que ça saute aux yeux et c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'il utilise plein de techniques où il fait rentrer de la 2D dans de la 3D, par exemple tout ce qui est full, etc. Les fulls sont en 2D. Ouais. En fait, c'est des aplats collés sur des mouvements de caméra, tu vois. Ouais. Ça permet quand même d'avoir de la profondeur et de pouvoir faire bouger de la caméra avec de la profondeur de champ en ayant des foules et en ayant des personnages tout en n'ayant pas à modéliser tout ça en 3D. Le fait est que modéliser tout Paris avec l'ambition qu'il avait pour le film, c'était et tout le Paris Art Nouveau, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que c'est que de la courbe. J'allais te le dire. C'est les fétiches, c'est chouette parce que tu vois, genre t'as 4 polygones, tu vois, donc clairement. Donc c'est pas très compliqué, alors que bon, va faire la façade de l'Opéra Garnier, plutôt mourir, tu vois. Bon, ça m'amuserait quand même un petit peu, mais pas longtemps. Mais c'est clair. En fait, le problème c'est que c'était un projet qui est trop ambitieux et en même temps qui tenait beaucoup à cœur parce que c'est Paris. Et donc du coup, on se retrouve dans un truc où... Moi, ce que je trouve assez intéressant dans le film, c'est que finalement, même pour un Parisien, tu découvres Paris. Et tu découvres les sources de ce qui fait la vie parisienne. Et puis des endroits historiques de Paris aussi. Et je trouve que c'est du coup, en fait, finalement, tu découvres une culture alors que c'est la tienne. Nous, on était en histoire de l'art, donc du coup, on va dire qu'on baignait dedans. C'était des choses où moi, je me tartinais avec, en mode genre, oui, c'est si bien. mais comment on est quand même dans de la découverte d'une culture, alors que c'est la nôtre. En effet, pour d'autres pays, et je me demande comment ça a été distribué ailleurs, on est sur aussi de la découverte et sur des choses qui sont... c'est un moment culturel, de foisonnement culturel parisien qui est fascinant. Et qui est génial de placer une enfant et de découvrir avec une enfant cet environnement-là parisien, c'est une très bonne idée, je trouve. Ouais. Après, je suis d'accord que le budget n'est pas du tout à la hauteur de l'ambition, donc du coup, on utilise des petits tricks qui font qu'on est dans de l'expérimentation qui ne fonctionne pas. Et je suis frustré parce que... en fait, souvent ces films sont des recueils de plusieurs courts-métrages. Et du coup, là, c'était vraiment une longue histoire. Et donc, j'ai vraiment envie d'aimer ce film, tu vois. Et ce qui est en plus dommage, c'est que il s'est vraiment planté au box-office. Donc, ça permet pas d'avoir forcément plein de producteurs pour des projets pour la suite. C'est ça. Étant en 2022, tout récemment, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Donc, que j'ai eu l'occasion de voir en salle. Et pour le coup... Pour le coup, le problème de Sous se retrouve en fait dans le fait qu'il y ait 3 studios de production différents, un pour chaque court-métrage. Donc voilà, il y a même un moment où c'était en télétravail et ça n'a pas fonctionné, donc il a arrêté de travailler avec eux. Oui, parce que du coup, c'est une production Covid. Ouais, et donc du coup, ça a été bossé avec un autre studio qui est en Lorraine, où là, c'était vraiment, vraiment bien. C'est 3 contes qui sont vraiment dissociés. Donc là, c'est raconté pas par les personnages de prince et princesse ou quoi. C'est une dame qui raconte à une foule des histoires. Et donc les gens lui disent racontez-nous une histoire avec ça, avec ça. Et en fait, elle raconte 3 contes qui sont, pour Oslo, 3 contes distincts. Ils n'ont pas de rapport entre eux. Selon des critiques ou des journalistes ou quoi, il y a des liens qu'ils peuvent trouver, voilà, mais en tout cas, de base, il n'en a pas fait. Ça m'a assez surpris, du coup, durant le film, où j'avais l'impression de voir 2 premiers courts-métrages. L'un, pour moi, c'était de la 2D en couleur, en mode un peu pantin,
même complètement pantin. Le deuxième, c'était aussi en pantin, mais en silhouette noire, à la Prince et Princesse. Et le troisième était en 3D, et du coup ça m'a choqué de voir de la 3D à la Azur et Asmar au milieu de tout ça. Mais du coup je ne suis plus sûr de rien. Et oui, parce que comme les Contes de la Nuit, on pensait que c'était de la 2D, finalement c'est de la 3D, Alors, là je c'est pense aussi que de la 3D. Le Sauvage est en 3D pour moi, du coup avec ce qu'on a dit. La Princesse c'est sûr c'est en 3D. Le Pharaon je suis plus mitigé. Pour moi il y avait des petites choses d'animation où je me suis dit ah ça ressemble à un pantin en 2D où le coude qui se replie, il y a un petit bug, ce qui fait que c'est des éléments qui n'étaient pas très bien raccrochés entre eux. Je suis sur une production sur des pantins, donc je reconnais ce genre de choses, donc j'ai l'impression que c'était de la 2D, mais du coup je ne suis pas sûr. Peut-être que c'était juste pour certains personnages. Ce qu'il en est, c'est que le Pharaon, c'est une collaboration avec le Louvre. Oslo, il adore la civilisation égyptienne, il a lu une traduction du Stèle du Songe. Il l'adapte en fait en prenant bien en compte que les Couchites, ils pardonnent et ils sont pas cruels en fait. C'est quoi les Couchites ? Les Couchites, c'est le peuple égyptien. Ok, d'accord, je savais pas le nom. Ils suppriment juste les traits de contour qui sont présents sur les peintures égyptiennes originales pour des raisons de simplification technique, parce que si tu bouges un bras, à ce moment-là, les traits viennent dans le bras, les traits de contour. Oui. Bon bref, ça va pas être pratique. Pareil au début, en fait, il s'auto-censure. Vu qu'il a eu des reproches avec les poitrines des femmes, de Kirikou jusqu'à Dilili à Paris. En fait, au début, il couvre les Égyptiennes sans vraiment s'en rendre compte. Et en fait, Vincent Rondeau, qui est le conservateur des antiquités égyptiennes du Louvre, il lui dit qu'en fait, il peut pas faire ça. Que c'est pas cohérent, c'est pas cohérent, historique. Ouais. Et tout le monde est torse nu en Égypte, donc le sein est couvert à gauche en mode couchite. Vraiment, c'est. D'accord. C'est bien qu'il y ait un regard historique de conservation derrière. Ouais, ça apporte, du coup, ça apporte quelque une chose. justesse et une cohérence. On comprend. C'est toujours très intelligent. Oui, c'est ça, c'est juste. C'est juste, mais. Il y a vraiment un intérêt qui est porté dans les détails aussi, quoi, et c'est ce qui fait tout. Il y a des décors en dégradé de bleu pour le ciel. Il y a aussi des arbres typiques de princes et princesses. Je trouvais que c'était vraiment... En fait, je trouve que ce dernier film, pour l'instant, mélange plein de choses accumulées au fur de toutes ces années. Ouais, c'est vraiment une synthèse. Toujours une animation un peu rigide qui est pour se rapprocher potentiellement du papier découpé et qui fonctionne très bien avec l'Égypte, avec ce côté silhouette, genre de profil et tout. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il l'a pas fait avant, alors que c'est une évidence, en fait. Alors, il y a un conte égyptien dans Prince et Princesse. Oui, c'est vrai. Mais là, le voir en couleur, c'est pas pareil. Ouais, je vois les images et c'est fou. Ça s'autorise des 3/4 et des vues de face aussi à certains moments, mais c'est pas choquant. Genre, justement, ça va de la mise en scène et ça le dynamise aussi pas mal. Le deuxième conte, c'est Le Sauvage, donc du coup en silhouette noire. C'est d'après Henri Pourrat, le conte du beau sauvage. C'est très beau. On suit un petit garçon à l'époque du Moyen-Âge qui vit dans un château. Son père, il le maltraite un peu. Et le petit garçon va se lier d'amitié avec un adulte prisonnier. Le petit garçon va le libérer et il va être amené du coup à s'enfuir s'il veut pas être exécuté par son père. Et il va du coup vivre en forêt. Et c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Il y a toujours une histoire de beaux sauvages, de princesses. C'est assez magnifique. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et moi, je suis en train de regarder parce que du coup, c'est un film que le dernier, donc il vient de sortir au cinéma, donc il n'y a que Antoine qui a réussi à aller le voir parce que du coup, c'est des petits films d'animation qui sont proposés souvent uniquement le samedi. À des horaires à des horaires, voilà, en pleine journée. Donc, travaillant le samedi avec Alex, on n'a pas pu trouver encore un créneau pour y aller, mais ce n'est que partie remise. Valenciennes MDR. Voilà, du coup, on regarde en même temps des images, tout ça, on s'est documenté. Les décors sont en 3D. Pour le peu que je vois, les décors extérieurs sont toujours foisonnants, de références, de plantes, tout ça, c'est vraiment toujours très riche. Les décors intérieurs, pour le peu que j'ai vu, paraissent statiques, un peu rigides. Est-ce que c'est juste nous, les images, pour le moment, sont publiées et où on a accès? Non, ça dépend vraiment des courts-métrages, en tout cas. Sur le nombre de détails, ça m'a vraiment pas gêné, surtout qu'avec le troisième conte, au niveau des détails, on est fourni. D'accord. C'est une histoire, donc c'est La Princesse, c'est une histoire qui se trouve dans un recueil. C'est vraiment l'envie pour Oslo de prendre des libertés, pas de vérité historique pour le coup,
Il veut juste profiter de magnifiques costumes, des décors, et il mélange un peu Istanbul avec d'autres régions turques. Il prend vraiment des libertés là-dessus. Faire du beau pour faire du beau intelligent. Oh oui. Là, pour le coup, encore. C'est de la 3D qui est vraiment assumée 3D. Donc, les personnages sont en volume et bougent, mais toujours en aplat. Ça rappelle vraiment la direction artistique d'Azur et Asmar. C'est pour ça que je dis que chaque court-métrage fait un peu écho à un autre film. C'est des décors qui sont très différents dans la même histoire. C'est une utilisation de photos, des fois, qui est pas très jolie, comme pour Dili à Paris. Moi, je suis jamais très convaincu de ce genre de procédé. Il y a pareil. Il expérimente. Oui, voilà. Il y a toujours une expérimentation pour la nourriture aussi. Oh. Ça parle d'un vendeur de beignets. Et il y a des nourritures en photo et c'est un peu perturbant aussi. Tu te dis, il y a moyen de rendre la bouffe appétissante en animation, je veux dire. Voilà. Oui. Et bon, en photo, c'est pas forcément le mieux, mais ok. Faites un film que sur la nourriture. Et donc, du coup, il y a des utilisations de photos, je l'ai dit, mais aussi des fois de la peinture digitale. Des fois, j'ai l'impression que c'est de la peinture sur photo, mais enfin, je sais pas, ça manque un peu de cohérence peut-être, ou s'il y a peut-être que moi qui vois ça. Ça s'égare un petit peu, peut-être trop dans l'essai, justement. Peut-être. Après, c'est surtout que je trouve que c'est pas forcément très abouti. Je pense qu'il y a un manque de budget, je dirais. Mais pour moi, en voyant des essais un peu à la peinture digitale, j'avais envie de retrouver un peu cet esprit d'aplat de couleurs qu'il y a dans Calamity, par exemple, de Rémi Chaillet, ou des choses un peu comme ça qui puissent un peu se lier, un peu colorées, à plat, qui puissent se lier avec les personnages en fait. Donner des sous à Michel Oslo, qui continue encore. Merci Michel Oslo. Oui, merci. Ouais, franchement, c'est quelque chose. C'est des films qui font plaisir à voir dans le paysage de l'animation, qui sont toujours uniques. Il y a que lui qui fait des choses comme ça. Ouais. Moi, c'est des films que tu vois pas le temps passer, quoi. On te raconte une histoire, même pour les enfants. Je pense que ça marche bien pour les enfants parce que tu leur mets un conte et c'est au lit, tu vois. Oui, c'est ça qui est aussi c'est bien, c'est si on veut pas tout de suite montrer un film à un enfant, un film long, pour pas qu'il y ait trop de temps d'écran, tout ça. C'est un peu comme Le Grand Méchant Renard où c'est différents petits contes, donc tu peux dire on en fait un aujourd'hui ou deux. En tant qu'adulte, tu peux aussi picorer. Ouais. Ça se picore en fait, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et puis, vu que de base, ce sont en tout cas pour les contes de la nuit, et non, même pour tous, c'était des rassemblements de courts-métrages qu'ils faisaient pour Canal. Aujourd'hui, ils sont disponibles sur Canal séparément en fait. Donc, du coup, c'est chouette. Un dernier truc, autant l'ambiance sonore de Kirikou est incroyable. Sous plein d'aspects. Ah oui, c'est un film ASMR. Ouais. Oh là là. Autant je trouve que ce film-là est un peu trop épuré. Ah ouais ? Au niveau du sound design, il y a vraiment quelque chose où des fois ça manque de vie. Et je crois que dans Azur et Asmar, c'était un peu ça aussi. Ça manque de bruit d'oiseaux, de vent, je sais pas, un truc qui fait qu'il y a un peu plus de vie autour d'eux et qu'ils sont pas juste en train de faire leur dialogue sans rien autour. Ouais. Voilà, des fois c'est très calme en fait, c'est un peu perturbant. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi je trouve qu'en termes de musique, il a toujours collaboré avec un compositeur pendant très longtemps et ça marche super bien. L'importance de la musique dans ses films est toujours primordiale et c'est super... Les musiques, c'est vraiment à chaque fois au taquet, c'est plus le sound design. En termes de sound design, je fais pas gaffe, mais en termes de musique, je me souviens d'avoir discuté avec Michel Oslo de l'importance de la musique et de l'importance qu'il donnait à la musique dans ses films. Et la place. Et je trouve que ça enrichit encore ses œuvres et ça fait partie de l'enrichissement de ses œuvres. Donc, trop chouette. Et donc on a envie de donner encore plus de sous à Michel Oslo parce que donc on l'a rencontré à Montreuil, j'ai pu lui poser une question sur ses futurs projets. Il a 2 projets en préparation. Alors je lui demande est-ce qu'il va en faire, est-ce qu'il a d'autres projets en préparation parce qu'il vient de sortir un dernier film. Et puis il a 78 ans le petit monsieur. Donc, Et oui, moi ma question elle était légitime. Ouais. Il m'a dit à votre avis. Oui. Il a dit oui. Ah ok. Plein d'énergie. Pas un en plus. 2. En fait, il a un projet, un premier film où ça serait 2 films en un. Ça serait 2 films de 25 minutes à peu près. Donc des petits courts-métrages. Et un autre où ce serait vraiment travailler avec plein de pays d'Europe et leur apporter les clés et le matériel nécessaire pour avoir le style de prince et princesse. Revenir, ouais. Et pour que chaque pays puisse raconter les contes, le folklore, les légendes de son propre pays.
Et donc, il veut être Oslo à ce moment, il veut vraiment être surpris que ça permet de raconter énormément de culture du monde en fait. Ouais, faire venir les contes étrangers en France et à l'inverse de faire venir les contes français à l'étranger. À ce moment-là, de ne pas s'approprier une culture, mais de permettre aux autres d'avoir la possibilité de raconter et de faire découvrir. Voilà, et comme ça, ce serait l'occasion de découvrir plein de contes du monde entier à tout le monde. Voilà, c'est deux projets qui sont... Donner de l'argent à Michel Oslo, s'il vous plaît. Qui sont dans les bagages. Voilà, puis 2 autres projets, donc ça ne s'arrête pas, qui continuent. Ouais. On sera au rendez-vous, en tout cas. Ouais. Bon, on a passé en revue tous ces longs métrages. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu parler de plus longtemps, mais voilà, faut pas être trop long non plus. Je pense que déjà c'est une bonne émission. Trop gourmand. Ensuite, je pense que sur notre compte Instagram, on postera les livres sur lesquels on a pu travailler, qui parlent de Michel Oslo. Il y en a. De toute façon, on met tout ça en description et on vous met tout ça peut-être sur Instagram. Oui, voilà, ça vaut le coup de fouiller son travail pour voir techniquement comment il travaille, de voir ses recherches, de voir le travail graphique de recherche. Puis il y a énormément de matières, de livres qui ont été faits, qui décrivent extrêmement bien, qui apportent bien plus que juste une petite émission. Et c'est quelqu'un qui a l'air en tout cas très accessible, donc il y a beaucoup d'interviews, c'est vraiment facile de découvrir. Et même sur le site, il a un site, Michel Oslo, il y a tout répertorié, l'ensemble de ses œuvres. Et pour chaque œuvre, il y a un dossier de presse. Ouais. Donc même si vous voulez, par exemple, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, si vous voulez les utiliser ou étudier des œuvres en classe, ça vaut le coup. Il y a tout, en fait, c'est clé en main. Ou si vous voulez en savoir un peu plus sur le film ou quoi, c'est toujours intéressant. C'est complet. On vous invite à ajouter quel est votre film préféré d'Oslo dans les commentaires et nous dire des choses qu'on n'aurait pas dites ou quoi. Comme d'habitude, vous êtes libres et nous on est contents. Et voilà. Oui, nous on est contents. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. Merci Michel Oslo. Sur Twitch et Instagram. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Et on vous fait des bisous. Des bisous. Bisous.